bien. Alors, moi, pour conclure, pour la dernière intervenante, on pourra dire ça ainsi, c'est de parler de l'entrepreneuriat des migrants et qui peut être aussi une stratégie de s'insérer dans un pays ou d'inclusion viable. Bon, on discutera si c'est vraiment une inclusion viable ou pas. Rapidement, je vais vraiment aller s'il y a des questions. Je suis en face d'enseignants-chercheurs qui nous ont montré les logiciels qui sont utilisés et tout ça. Et moi, je vais être un peu plus dans la réalité du terrain, si je peux me permettre ça, la réalité du terrain, parce que moi-même, je suis entrepreneur déjà et je côtoie beaucoup ce monde de l'entrepreneuriat. Vous avez vu, pour mettre un peu d'humour, la couleur de ma peau. Donc, je viens de l'Afrique subsaharienne, de la Côte d'Ivoire précisément. J'ai fait mes études ici, j'ai eu mon diplôme de droit ici. J'ai travaillé aussi comme salarié et pour diverses raisons que je vais nommer rapidement, j'ai décidé de me tourner donc vers l'entrepreneuriat. Et pour des raisons que beaucoup, lors des sondages, répètent, c'est un véritable combat. Alors, nous savons tous qu'il y a différentes sortes de migration. Cette migration, cette migration peut être une migration, écoutez, pour des raisons économiques, nous cherchons une meilleure vie pour nous, pour nos enfants. On vient pour que nos enfants aient accès à l'éducation. On vient parce qu'il y aura plus de travail dans ce pays-là. Donc, nous savons tous, par exemple, et nous voyons des personnes prêtes à affronter la mer et à mourir dans la mer pour pouvoir venir rejoindre les bords de certains pays occidentaux, que ce soit la France, que ce soit l'Espagne, que ce soit la Grèce, pour pouvoir avoir un travail. Il y a cette immigration aussi de contraintes forcées, par exemple, parce qu'on subit des affres dans son pays d'origine, que ce soit des problèmes de guerre, que ce soit des problèmes politiques. Et donc, on va migrer dans un pays pour avoir la paix. Et derrière, bien sûr, il faut bien entendu travailler pour pouvoir se nourrir. On vient aussi pour faire des études. Surtout, la plupart des étrangers, on vient pour faire des études, pour avoir plus de chances si on retourne dans notre pays d'origine, ou bien ça nous permettra de pouvoir nous insérer dans cette société où on peut migrer aussi pour venir travailler. Là, c'est quand on a déjà un poste dans son pays d'origine et qu'on vient dans un autre pays comme expatrié, etc. Mais la plupart des entrepreneurs, si vous leur parlez aujourd'hui clairement, ils vont vous dire, en réalité, nous voulons tous avoir un travail stable. Qu'on le veuille ou pas, le salariat, ça reste de la stabilité. Chaque mois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son travail, beaucoup vont dire qu'ils ne l'aiment pas, ça reste un emploi, ça reste une source de revenus constante, mensuelle, pour pouvoir effectivement prendre des crédits, pour pouvoir survivre, si je peux employer ce terme, quotidiennement, et pour pouvoir évidemment vivre, payer les études de ses enfants, avoir une maison, avoir une voiture, enfin tout ça pour avoir des crédits. Donc tout le monde rêve de ce salariat et malheureusement, beaucoup vont être confrontés quand ils arrivent dans ce pays, pour ceux qui auront fait des études dans leur pays d'origine, une difficulté à faire reconnaître leur diplôme. Je connais beaucoup de personnes qui ont été médecins dans leur pays d'origine, qui sont venus ici, qui se retrouvent souvent aides-soignants ou bien simples infirmiers. Donc il y a beaucoup de frustration. Les acquis ou l'expérience qu'on a eue dans son pays ne sont pas du tout reconnus dans le pays où on va émigrer. Il y a des personnes qui ont repris carrément toutes leurs études s'ils ont le courage, et il y a d'autres qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas envie de reprendre un bac+5, un bac+6. D'autres même ont eu des doctorats et on leur demande de tout reprendre. Et c'est très difficile, donc ils vont se retrouver dans des postes à faire, excusez-moi, la nounou ou à faire des ménages, alors que dans son pays d'origine, on avait déjà un bac+5, bac+6, et qu'on avait déjà un poste assez respectable. C'est très difficile. Et un sujet qui met beaucoup mal à l'aise, mais il faut l'accepter, des discriminations à l'embauche. C'est réel, c'est vraiment réel. Je n'ai pas dit en aucun cas qu'à chaque fois qu'on a refusé un poste, c'est parce que
on est, excusez-moi si je stigmatise, on est noir, on est d'origine arabe ou on est ceci. Si on n'a pas les compétences, on n'a pas les compétences. Mais la discrimination est très réelle. Elle est réelle. Je l'ai vécu, je l'ai affronté déjà dès mon parcours scolaire ici, mais ça ne m'a pas empêché de faire des études parce que j'ai eu une mère qui m'a forcé, enfin, qui croyait en moi, donc qui a fait que j'ai pu aller jusqu'au bout. Mais en réalité, je me rappelle d'une expérience en troisième, j'avais déjà les félicitations et on voulait m'orienter, excusez-moi, en hôtellerie. À mon époque, ça se passait comme ça, c'était plus facile. Je le dis et j'assume. Je vais peut-être un peu choquer, mais c'était plus facile pour les personnes d'origine étrangère d'aller faire des métiers qu'on apprenait, hôtellerie, etc. Je ne suis pas contre et c'est très bien, beaucoup ont réussi dedans, mais moi je voulais faire des études générales pour pouvoir m'orienter vers le droit. Et ils m'avaient orienté là et c'est ma mère qui s'est battue pour que je puisse faire une seconde générale. Et après, dans des postes, et les stats l'ont prouvé clairement, qu'il y a vraiment beaucoup de personnes. Et ça, ce sont les sondages INSEE qui l'ont dit que c'est très difficile d'accéder à certains postes pour des raisons de discrimination raciale, bien sûr. Il y a aussi la religion qui va venir. Nous avons ces fameux débats sur le port du voile aujourd'hui. Est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au port du voile? Est-ce qu'il faut juste prendre la compétence de la personne? Est-ce que le fait que cette femme soit voilée c'est très difficile par rapport aux clients qu'on a. Et ça, c'est un véritable problème. On a la question de genre dont je vais aborder rapidement également. Alors, ces personnes se sentent exclues du salariat classique. Donc, par conséquent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont se tourner vers la solution parce qu'il faut bien gagner de l'argent, qu'est l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat également, ils le disent tous, on aurait préféré le salariat que l'entrepreneuriat, mais à contrario, on est obligé de le faire. Alors, on va voir rapidement, effectivement, est-ce qu'ils ont reçu un accompagnement, dans quel cadre ils vont monter donc leur entreprise, quelle sorte de business ils vont faire, quelles sont leurs motivations et bien sûr, quelles sont les limites de cet entrepreneuriat. Pour faire très très simple, je vais très vite parce que je veux quand même qu'il y ait une ou deux questions. L'entrepreneuriat des migrants va leur permettre de s'instaurer dans la ville où ils sont. Et ils ont émigré. Bien sûr, c'est une étape viable vers une intégration économique et aussi pour leurs enfants. Donc c'est très 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 important. La plupart du temps, les domaines où on va trouver les migrants, écoutez, ce sont les petites supérettes, ce sont des magasins alimentaires où on va faire, bien sûr, on va ramener de la nourriture de son pays d'origine pour mettre dans les magasins. Donc, ça permet à sa communauté de pouvoir consommer, ce qui est très bien. Mais en réalité, quand j'aborde ce terme, ça veut dire que c'est très communautaire. Donc, moi, d'origine ivoirienne, mes parents vont ouvrir, bien sûr, un magasin alimentaire. Donc, ils vont ramener de la nourriture ivoirienne. Donc, c'est plus les Ivoiriens ou quelques Africains qui vont consommer. Sauf, bien sûr, des Européens qui auront connu l'Afrique ou qui ont des femmes africaines, etc. Donc, c'est déjà très, très, très limité. Ils sont dans la restauration, dans les bâtiments, dans les ménages, etc. Et vous allez voir que les communautés qui ont beaucoup de magasins aujourd'hui, ce sont les Asiatiques. Je parle de la France, bien sûr, mais j'ai eu l'opportunité quand même de voyager dans beaucoup de pays. Donc, bien sûr, si vous partez en Angleterre, évidemment, ça sera la communauté indienne qui va prévaloir. Si vous partez, là, je rentre de Malte, bon, il y a beaucoup d'Italiens. Donc, évidemment, ça dépend de quelle communauté va prévaloir dans le pays. En France, la France a été un pays qui a eu des colonies. Donc, ces anciennes colonies sont ici. Donc, ce sont eux qui vont ouvrir un peu des magasins, des supérettes. On voit beaucoup de personnes de l'Afrique maghrébine. Et puis, pour le reste, les taxiphones, etc., etc. On va voir beaucoup d'Indiens, beaucoup de Pakistanais, beaucoup de Chinois qui ont la communauté chinoise qui ont leur magasin et tout ça. Et puis d'autres, bien sûr, vont pouvoir... je ne suis pas en train de stigmatiser, je suis en train de parler de faits réels qu'on retrouve, ou les Portugais qui seront beaucoup dans le bâtiment ou les ménages. Donc, on retrouve tous ces clichés. Et puis maintenant, cette génération, parce que tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui
Je pense que... Ah, elle est partie, la dame, j'avais bien aimé. Est-ce qu'il faut faire la différence entre ceux qui vont migrer, qui sont venus à un certain âge ici, et ceux qui sont quasiment nés ici, mais qui sont des parents d'origine étrangère, donc qui se sentent et français et d'origine étrangère parce qu'ils ont reçu cette éducation-là. Mais tous ces jeunes qui ont fait des études ici, la plupart, et qui ont du mal aussi à trouver un emploi, parce que j'en côtoie énormément, qui vont me dire, mais madame, j'arrive pas à trouver un boulot, c'est compliqué, etc. Moi, je veux rentrer dans l'entrepreneuriat au niveau politique. Depuis 2009, nous avons quand même le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui avait commencé avec ce système de l'auto-entreprise qui est devenu la micro-entreprise. Donc, nous, on va faire notre business à côté. Donc, ils changent un peu la structure. C'est plus trop la restauration, etc. Même s'ils peuvent s'associer pour faire des food trucks. Mais la plupart, maintenant, veulent rentrer dans un domaine. Donc, on va s'associer pour faire des entreprises dans quelque chose, je dirais, un peu plus tertiaire. Donc, ça sera des métiers marketing un peu plus tertiaires. Donc, il y a plus d'associations. Alors qu'avant, dans les business, les parents, ben, la plupart du temps, ouvraient le business. Il y avait très peu d'associés, donc c'était plus des entreprises familiales. Maintenant, ce sont des jeunes qui vont s'associer, faire une SRL. Bon, la plupart du temps, ce sont des SAS pour pouvoir. Il y en a un qui est président, un qui est DG, et qui vont s'associer pour avoir des parts et monter donc leur affaire, parce que même s'ils ont fait des études ici, ils ont des difficultés à avoir des postes conséquents dans le salariat. Si on leur demande leur motivation, ben, je suis fatigué de travailler pour les autres, je vais être mon propre patron. Bon, après, je leur dis, il faut quand même vous former pour être son propre patron, parce que si vous regardez les réseaux sociaux où on vous dit que tout est beau, tout est bien, et que bon, j'ai commencé, j'avais 0 € et puis un mois après, j'ai 50 000. Ah oui, mais ça, on le voit beaucoup sur les réseaux. Hein. Ah oui, mais là, moi, j'ai commencé avec une poule, et puis au bout de 3 mois, là, j'ai un élevage de trucs, et vous voyez tous les jeunes qui sont là, oh là là, c'est merveilleux. Bon, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Hein. L'entrepreneuriat, on ne dort pas la nuit. Hein. Voilà, on ne dort pas du tout la nuit. Donc, il y a aussi ces réalités-là. Je vais en parler. Il faut que beaucoup soient formés. Il faut que beaucoup se lancent parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Mais ils ne savent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat derrière. Et évidemment, la plupart du temps, après, il y a la passion, mais ça revient vraiment en troisième position. Et souvent, c'est aussi des moyens de complément de revenus. Alors, la plupart vont le dire dans les surveys, dans les sondages qui sont faits, ben, ils ont des problèmes. Je pense que mes prédécesseurs l'ont évoqué, de gros problèmes de solvabilité, de grosses difficultés à obtenir des crédits. On ne leur fait pas confiance. Je le sais parce que j'ai déjà demandé des crédits. Et il y en a un qui a été franco avec moi. Je ne nommerai pas la banque. Ah oui, mais vous, les Noirs, vous ne payez pas. C'est bon. Voilà, il me l'a dit. Ah, c'est bon, je ne vais pas être méchant, mais c'est bon. Voilà. On a souvent ces freins-là. Et puis, vous présentez votre business plan et ils regardent un peu quels sont les profils dedans. En aparté, ils le disent. Ils disent, mais Madame Babli, écoutez, vous avez les qualifications, il n'y a rien à dire. Mais vous savez, si vous voulez avoir de la clientèle, il faut mettre dans votre business un blanc. Hein, parce que sinon, les gens ne viendront pas, ils ne vous feront pas confiance. Hein. Voilà, parce que là, vous êtes que des Noirs, quoi. Ça fait un peu communautaire. Hein. Voilà, ça va pas. Ça va pas. Donc, ce sont des choses qu'on affronte, ce sont des réalités. Il faut en parler, il faut être réaliste, il faut en parler. Pas de rentrer dans l'exagération, tout le monde est raciste, tout le monde est méchant. Non, mais ce sont des réalités qu'on affronte. Et beaucoup ont le manque de formation adéquate, j'en ai déjà parlé. Et vous faites un business, vous n'arrivez pas à parler aux gens. C'est très difficile, donc il faut aussi se former dans la langue du pays où on est. Au départ, oui, le langage des signes, c'est très bien, mais à un moment, il faut pouvoir communiquer. Donc ça, ce sont des conseils qui sont donnés aux personnes qui veulent entreprendre. Mais il y a vraiment de sérieuses difficultés. Des problèmes où des dossiers administratifs sont bloqués. Certains non plus parce qu'ils n'ont pas fait les choses conformément à la législation du pays où ils résident. Ils n'ont pas eu, ils se sont pas renseignés. Beaucoup rentrent dans le business, je le dis, c'est pour gagner de l'argent, mais en réalité, ils n'ont pas fait les démarches adéquates et nécessaires. Des gens qui veulent vendre de la nourriture, qui ne respectent pas les règles d'hygiène en France. Et les règles sanitaires, ben évidemment, un jour, ben, quelqu'un va les dénoncer et leur dire, mais vous pouvez rendre malade quelqu'un, un client, et ça, ils ne veulent pas. Et je tiens à signaler que beaucoup sont dans l'informel également. Donc, ils n'ont pas de structure déclarée. Ils se disent,
dans l'entrepreneuriat, mais la plupart ont leur clientèle qui vient acheter chez eux, mais beaucoup ne sont pas déclarés officiellement. Et c'est un peu dommage et nous faisons également ce travail-là. Et il faudrait également, pour terminer, puisque j'ai 29 secondes, c'est horrible de regarder ce temps qui passe. Et donc, il faut lutter contre les préjugés et la méfiance. Il y en a un qui l'a dit, je l'ai mis également. J'ai des difficultés à comprendre les contrôles effectués tout le temps dans mon établissement par les autorités. Est-ce que c'est partout ainsi? Donc, d'autres frisent un peu la paranoïa, mais c'est également nécessaire. Bon, pour les femmes, malheureusement, donnez-moi 1 minute et je conclue. Pour les femmes, eh bien, c'est encore plus dur. Autant il y a le plafond de verre au niveau du salariat, autant dans l'entrepreneuriat, encore plus. Bon, il faut savoir que la plupart des femmes avant, elles accompagnaient leur mari, elles étaient collaboratrices de leur mari, qui ouvrait le business, elles aidaient, les enfants après aidaient. C'était bien, on est installé dans une communauté, tout le monde nous connaît, les gens nous ont vus là, les enfants grandissent devant nous, donc ça devient un peu familial. Mais aujourd'hui, les femmes veulent avoir leur propre entreprise, ça devient difficile. Parce qu'évidemment, c'est toujours les mêmes choses. Comment vous allez financer? Qui est votre garant? Etc., etc. Et même au niveau familial, ça devient aussi compliqué. Il faut convaincre déjà la famille. Si on est marié, encore plus le mari, qu'on va rentrer dans l'entrepreneuriat, qui va s'occuper des enfants, qui va... Et donc, c'est aussi une charge pour la femme, un peu plus, alors que les femmes sont déjà entrepreneurs. Par existence. Moi, je viens d'un pays où, toute petite, j'ai vu quand même toutes les mamans vendre des oranges ou des machins comme ça dans les rues. Et c'est avec cet argent-là qu'elles ont mis leurs enfants à l'école, etc. Donc, il y a déjà l'entrepreneuriat et la gestion des choses dans l'âme. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Quoique, on voit de plus en plus de femmes être entrepreneurs, même si ça reste informel, c'est dommage parce que l'immigration est plus féminine que masculine. Donc, à partir de ce moment-là, ça reste des défis. Des politiques sont mises en place quand même. Il y a des aides, il y a des formations, que ce soit à France Travail et au niveau de la ville. Il faut aller chercher, il faut le faire. Et on est plus surpris parce que souvent, on est limité dans sa communauté et on a l'impression que, bon, rien ne se passe. Mais en réalité, quand on va chercher, on reçoit des aides. Et les politiques devraient plus aussi s'intéresser, et même les écoles, parce qu'on forme des personnes pour être des banquiers, pour être des managers, etc. L'entrepreneuriat aussi important parce que beaucoup de mes étudiants me le disent clairement. C'est l'entrepreneuriat qui les intéresse à moyen terme. Donc, ils devraient comprendre aussi ces subtilités de l'entrepreneuriat. Je suis content qu'on mette de plus en plus de cours sur la création d'entreprises, etc. et ce qui reporte. Et donc, ça fera une génération, quand elles rentreront dans le business, dans l'entrepreneuriat, même s'ils viennent de l'étranger, de comprendre un peu tous ces mécanismes. Alors, facteur d'inclusion viable, oui, mais il reste énormément de choses à faire. Et comme dans tous les domaines d'inclusion, il faut bien que politique se fasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Paul. On a 2 minutes pour des questions, s'il y en a. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante qui part du détail au niveau du statut des migrants, les difficultés surtout auxquelles ils font face, et le cadre général qui est l'écosystème dans lequel ils sont présents. C'est très intéressant, la contribution, la dernière, la proposition de plateformes, si je peux et corrigez-moi s'il vous plaît si je le formule mal, les plateformes spécialisées dans le cas des migrants comme accompagnement au niveau de leur démarche. La question est la suivante, est-ce que cet accompagnement personnalisé, spécialisé à travers des communautés ou plutôt les sites web spécifiques, est-ce que ça ne pourrait pas causer un certain éloignement du cadre général et que ça devient l'accompagnement personnalisé? Est-ce que ça ne va pas les éloigner encore plus de la possibilité d'intégration de l'écosystème général et surtout d'acceptation derrière, d'une part et de l'autre? Très bien. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je vais essayer de répondre si j'ai bien compris ce que vous souhaitiez dire. C'est vrai qu'en conclusion, au vu du temps qui s'égrenait, je suis partie, je n'ai pas parlé des plateformes. Je parle mieux de ce que je maîtrise, madame.
dans la communauté africaine, d'accord, noire, subsaharienne, c'est vrai que nous avons mis en place quelques plateformes. Je fais quand même énormément de conférences pour des entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs pour qu'ils comprennent en fait les mécanismes ici en France. Je l'ai vu aussi en Belgique ou dans d'autres pays où j'ai pu me déplacer. Ça les aide. Moi, je pense, vous serez étonnés, beaucoup ont l'âme du business, savent gagner de l'argent, mais beaucoup n'ont pas confiance en eux. Beaucoup sont limités parce qu'ils ont entendu des autres. Ils se disent, ben, si ça n'a pas marché pour celle-là ou pour truc, eh ben, moi non plus, ça n'a pas marché. Je maîtrise moins le français, je suis comme ça. Et beaucoup également n'ont pas connaissance de certains aspects. Et ça, c'est un vrai problème. Pourtant, ce sont des... je me focalise plus sur les femmes, excusez-moi, je suis beaucoup dans le droit des femmes. Je suis très surprise de ces femmes-là. Elles écument les conférences, elles vendent leurs produits, peu importe ce qu'elles vendent. Mais si vous souhaitez de les déplacer vers quelque chose de plus formel, d'accord, elles sont réfractaires. Ah non, puis ne nous mentons pas. Ah oui, mais je vais payer des impôts. Et tout. Donc, ça les bloque énormément. Et elles disent, je vais rester comme ça, camouflée, à vendre mes choses et je me fais mon argent. Il y a des choses que je n'ose pas dire ici, parce qu'il y a quand même un écran. Mais on entend beaucoup plus de choses que ce que j'ai pu dévoiler ici. Donc, en réalité, ces plateformes existent. Il y a beaucoup de choses. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les plateformes existent. Encore faut-il que les personnes veulent se former. Faut-il que les personnes aient un intérêt à le faire. Beaucoup ne l'ont pas et préfèrent rester dans ce qu'elles connaissent. Mais je vous donne le cas des Indiens. Les Indiens savent que, par exemple, pour avoir un crédit, ça sera difficile. Ils ont un système qu'ils ont mis en place, qui vient de la Chine d'ailleurs. On appelle ça les tontines. Ils sont 1000 dans une tontine. Et une fois qu'ils font les tontines, ils prennent de l'argent, ils construisent un business. Après, ils se recotisent, ils font un deuxième. Et après, ils se partagent. Et évidemment, quand vous avez fait une tontine, vous avez récolté 200 000, 300 000 euros, vous partez dans n'importe quelle banque, on vous donne des crédits. Parce que vous avez déjà 2-3 entreprises. Eux, c'est leur système à eux. Mais c'est réservé qu'à eux. Ce n'est pas aux autres. Mais les autres communautés doivent copier et faire selon eux leur culture. Parce que dans tout cet entrepreneuriat, madame, il y a la culture qui rentre en compte. Et il faut aussi conjuguer avec cela. Merci Marie-Paul. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non? D'accord. Très bien, mais ça veut dire que j'ai été claire et parfaite. Ah oui, très bien. Merci Loïc, merci Amina pour l'opportunité. Merci à toi, merci à toutes et à tous. Et surtout, merci à Loïc pour ce bel événement. De toute façon, tout ce que tu fais pour la chaire, voilà, non, vraiment, mais c'est ça qui fait qu'on est là, déjà l'année dernière, cette année, et ça continuera. Donc, merci beaucoup et je te laisse la parole pour le mot de la fin. Eh bien, merci Amina aussi pour ces quelques mots. Ce fut une longue, mais je crois avant tout belle journée, grâce à la richesse des communications, la variété des communications. Ça va bien avec le thème de cette chaire et avec la thématique de la journée, grâce aussi à la richesse des échanges. Donc un grand merci pour vos contributions, pour votre participation ici dans la salle, également pour les personnes à distance. Et puis maintenant, sans faire durer le plaisir, je pense qu'on va pouvoir prendre un repos bien mérité. Et on a bien mérité effectivement ce qui nous arrive demain, la fête du 1er mai, qui est la fête du travail. Merci à toutes et tous, à bientôt. Ça,